Voilà. Nous commençons donc nos webinaires comme d'habitude par une petite présentation des activités euh, de l'ASJ. Attends, s'il vous plaît. Donc, je disais que nous allons commencer euh, ces webinaires comme d'habitude par les activités de l'ASJ. Voilà. Alors, votre M, le serviteur. C'est le professeur Jean-Pierre Moufoussam de la faculté de pharmacie à l'UNIKIN. Les différentes activités de l'ISG se présentent comme ci. Alors, nous sommes l'Académie des sciences pour les jeunes en RDC. Nous faisons de la promotion de la science, mais également la promotion des jeunes scientifiques. Alors, pour nous, nous voulons que la science soit une carrière de choix pour les jeunes Congolais, mais également servi de moteur de développement pour le pays. Alors pour cela, il faut prendre le contact avec les gouvernements, ce que fait, ce que font bien nos membres, mais également faire des interviews, des émissions télévisées, voilà, faire une communication publique et des webinaires comme celui-ci en public. Voilà. Donc, nous avons été très actifs l'année dernière, notamment pour la maladie qui a eu du virus Mpox à l'Est, disons, à travers le pays, différents webinaires du jour. Alors, nos représentants ont également, les membres de l'ASG, membres fondateurs dans ce cas ici, ont également représenté dans d'autres académies des jeunes de l'Afrique. Là, on voit une image de trois de nos représentants au Cameroun. Alors, nous faisons également de la sensibilisation des élèves, des écoliers sur la science au niveau des écoles. Euh, et nous présentons les membres de l'ASJ-RDC comme des modèles. Voilà, ce sont les différentes occasions où les membres de l'ASG échangent avec des élèves. Nous avons dit également que nous faisons de la promotion de jeunes scientifiques et certains de nos membres ont reçu les années dernières des prix, notamment le docteur Hervé et le professeur Vivi Maketa. Alors, nous identifions les plus excellents qui deviennent membres de l'ASJ. Le nombre de membres accru, a accru les dernières années. Alors, sur ces graphiques ici, on ne voit pas les derniers appels à candidature qu'on a fait de 2024, mais bon, ça sera fait sûrement dans une prochaine présentation. Il s'est ajouté à ce nombre ici, 6 membres. Voilà. Nous avons également fait l'année dernière une assistance éditoriale gratuite où on a reçu des manuscrits avant leur publication qu'on a critiqués à envoyer pour donner la chance d'avoir des, a- des manuscrits critiqués avant soumission. D'habitude, cette assistance éditoriale est payante, mais l'AICHI l'a offert l'année dernière gratuitement. Voilà. Nous sommes présents sur différentes plateformes. Nous avons un site web, une adresse email, mais nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur X, Facebook, mais également sur YouTube. Voilà. En quelques mots, alors nous allons directement passer à la présentation de ce jour. Alors, les thèmes, disons, les sujets d'aujourd'hui, c'est défis et enjeux de la traçabilité
du bois issu du sciage artisanal à Kinshasa. Ce thème intéressant nous sera présenté par le professeur Papy Claude. Euh, Comme d'habitude, nous faisons une petite présentation de l'orateur. Alors, vous voyez vous-même, les thèmes obligent. Le professeur Papy Claude est ingénieur de formation, ingénieur agronome de l'Université de Kinshasa. Après ses études d'ingénierie agronome, les profs Papy Claude a effectué une maîtrise toujours dans les sciences et gestion de l'environnement en Belgique à l'Université de Liège avant de faire sa thèse en 2018 à l'Université de Laval au Canada. C'est donc un expert. Il est à la fois professeur, donc enseignant, mais également chercheur. Il dispose euh, de plusieurs formations de renforcement. Et il a à son actif plusieurs activités professionnelles, mais également des publications scientifiques, comme bon. Alors, nous sommes contents de suivre la présentation de ce soir du professeur Papy Claude. Professeur, si vous nous entendez, vous pouvez reprendre la parole. Merci, docteur. J'espère que je suis bien écouté. Effectivement. Bonsoir à tous. Et merci en tout cas à l'ASJ, à tout le comité de l'ASJ, particulièrement à la présidente Anna Bichola et tout le comité de l'opportunité qui m'est offerte ce soir pour faire la substance de ma présentation. Et merci beaucoup à docteur Jean-Pierre Moussama pour votre modération et à tout le monde qui vous êtes disposé de suivre cette présentation. Ma présentation porte sur les défis et enjeux de la traçabilité du bois issu du sciage artisanal à Kinshasa. Je me suis intéressé à ce sujet parce que je travaille depuis quelques années sur cette thématique et j'encadre quelques assistants au DIA et dont un des assistants, notamment l'assistant Omar Moussou Kiwa, qui aborde cette question. Et il y a tant d'autres jeunes chercheurs qui travaillent avec moi sur cette thématique, raison pour laquelle j'étais motivé à partager mes avis, mes suggestions sur ce domaine qui, je pense, relève d'un intérêt à la fois national, régional et international. Donc, nous allons aborder la question des défis et enjeux de la traçabilité du bois issu du sillage artisanal à Kinshasa. Alors, ma présentation aura donc 5 points. L'introduction, un aperçu sur le sillage artisanal en RDC, et dans lequel je citerai par faire un peu un point pour ce qui se passe à Kinshasa. Ensuite, j'aborderai les enjeux de la traçabilité du bois issu du sillage artisanal à Kinshasa, ce qui sera suivi des défis de la traçabilité du bois issu du sillage artisanal à Kinshasa, et je citerai par une conclusion. Les forêts de la RDC, pour introduire, constituent une mine d'or. C'est vraiment une source inestimable des ressources naturelles renouvelables. On parle aujourd'hui du bois de la RDC comme étant l'or vert, tant convoité, tant au niveau national qu'au niveau régional. Et parmi tout ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça c'est une chose à déplorer, c'est que ce n'est pas dans l'est du pays, il y a nos ressources qui sont convoitées, nos ressources naturelles, et notamment le bois. Et nos forêts offrent plusieurs services écosystémiques, notamment la production du bois, le bois qui est utilisé d'une part comme bois d'œuvre, et d'autre part, le bois qui est utilisé
comme bois énergie, sans oublier d'autres services écosystémiques, notamment la séquestration du carbone, et qui entrent aujourd'hui dans la grande problématique du réchauffement climatique. La séquestration qui a permis de réduire cela et nos forêts offrent ces services. Et hormis cela, il y a aussi les temps de produits forestiers non linéaires. Aujourd'hui, on a du gibier, on a les chenilles que nous consommons aujourd'hui, ça provient de nos forêts. Donc, nos forêts sont humides qui nous offrent d'innombrables ressources. Alors, le bois qui constitue l'or vert aujourd'hui, c'est une source de son exploitation, que ce soit au niveau industriel à grande échelle, et là, c'est vraiment en termes de grandes concessions forestières qui peuvent aller aujourd'hui en des millions d'hectares vers une exploitation artisanale qui ne va pas au-delà de 500 hectares, qui va de 50 à 500 hectares. Cela constitue aujourd'hui vraiment un attrait pour les ménages, un attrait pour les particuliers, un attrait pour les compagnies forestières. Et comme on peut voir dans ce tableau, parmi les essences les plus demandées, on peut voir, quand on voit les noms communs, on voit l'iroko, notamment, qui est appelé Kambala. On peut voir l'Afromosia, qui est très exploité, dont on trouve plusieurs puits au niveau de la province orientale, au niveau de la Chopo, la grande province orientale. Et il faut signaler que l'Afromosia, c'est un des bois les plus chers que nous avons en RDC parce qu'un mètre cube vaut au moins 500 euros. Et il y a tant d'autres arbres qui suscitent un engouement important. Et ici, je dois mentionner que la sixième espèce, Anthradophorma cylindricum, qui est appelée communément sapelli, ça, c'est une des essences les plus qui est aussi prisée parce que le bois rouge que nous vendons dans la plupart des scieries dans la ville de Kinshasa, c'est cette espèce-là qui se retrouve là et qu'on appelle communément l'ifake. Donc, le sciage artisanal, comme je l'ai souligné tantôt, il s'oppose, donc l'exploitation artisanale du bois s'oppose à l'exploitation industrielle du bois. Parce que l'exploitation artisanale du bois constitue donc une transformation manuelle ou semi-mécanique de bois d'œuvre en fournissant des matériaux de construction et des produits de bois d'œuvre. Et aujourd'hui, avec l'explosion démographique que nous avons à Kinshasa, les constructions qui sont en train de pulluler, il y a une demande de bois de construction très importante. Ce qui traduit le fait que les scieries se maintiennent et se développent dans la ville de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui constitue le cadre réglementaire du sciage artisanal? En amont, il faut signaler que le secteur forestier est régi par la loi, le Code forestier de 2002. La loi numéro 11/2002 du 29 août 2002, qui est la pierre angulaire du cadre légal et réglementaire du secteur forestier en RDC. Et à côté de cela, il y a la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 qui porte sur la protection de l'environnement, qui vient aussi renforcer ce que exige le code forestier. Mais particulièrement dans le secteur du sciage artisanal, il y a le décret 14/018 du 2 août 2014 qui réglemente le secteur d'exploitation forestière artisanale. Et d'autres textes légaux qui ne tiennent pas directement compte du sciage artisanal, mais qui tiennent de l'artisanat, notamment la loi numéro 7 2010 de 2010, qui régit l'artisanat, et l'ordonnance loi numéro 22/31 de 2022, qui fait la promotion de l'artisanat. Donc, il y a un cadre qui existe qui dit comment doit se faire l'exploitation forestière artisanale et qui est en amont, qui est supervisé par le Code forestier de 2002. Et il n'y a pas longtemps, en 2022, le ministère de l'Environnement et du Développement durable venait aussi de promouvoir
la stratégie nationale pour la promotion et la valorisation du bois d'œuvre en République démocratique du Congo pour la période allant de 2023 à 2028. Donc, au niveau légal, au niveau réglementaire et au niveau politique, il y a donc une reconnaissance du secteur artisanal du bois, un besoin de pouvoir orienter ce secteur par rapport à tous les enjeux et défis qui sont observés dans ce secteur. Si on peut avancer, docteur, vous qui avez la manette. Alors, on peut signaler que nous avons le sillage artisanal du bois, mais dans l'exploitation forestière, que ce soit industrielle ou artisanale, il y a un très important, un outil de transparence, un outil de contrôle du flux du bois. La traçabilité du bois, c'est le parcours du bois. L'étape que le bois est en train de suivre à partir du moment où le bois est coupé en forêt, jusqu'au lieu où il va être stocké, et jusqu'au lieu où il va être transformé, et jusqu'au lieu où il va être exporté. Que ce soit dans un sens comme dans l'autre, la traçabilité du bois nous permet de d'où le bois, où est-ce qu'il est de transparence au niveau légal, parce que si on ne sait pas le parcours du bois, si on ne connaît pas sa traçabilité, il y a des impacts, que ce soit sur le plan socio-économique et sur le plan environnemental, et nous allons en parler en détail dans les diapos qui suivent. Il faudra aussi mentionner d'une part que pendant plusieurs années, le secteur artisanal du bois a été négligé par rapport au secteur industriel du bois. Certes, parce que le secteur industriel du bois, vers les années, les années 1980, 1990, était en tel essor, tel que le siège artisanal ne représentait pas une importance économique comme elle a aujourd'hui. Mais depuis quelques décennies, il est observé qu'il y a une montée fulgurante du secteur artisanal du bois qui s'est traduit par une production annuelle d'au moins 1 million de mètres cubes. Et par contre, le secteur industriel du bois est en train de régresser avec moins de 300 000 mètres cubes par an. Et il y a plusieurs études qu'il a démontrées. On peut voir l'état des forêts, beaucoup de rapports de la FAO, de plusieurs organismes et de plusieurs travaux scientifiques qui démontrent qu'il y a une montée du secteur artisanal. La plupart des concessions forestières délivrent vers des concessions de conservation où les crédits carbone sont beaucoup plus valorisés. C'est le cas de ce qu'on trouve aujourd'hui dans le Maïndombe avec la société ERA Congo, et qui est un des plus grands projets de crédit carbone dans le bassin du Congo. Alors, le secteur artisanal du bois, il est à une montée en flèche. Mais quelles sont les exigences que peut avoir tout exploitant artisanal du bois? Il est important de mentionner que toute exploitation du bois doit détenir, en respectant la réglementation, il doit détenir ce qu'on appelle, vous m'excusez, il y a un peu quelqu'un qui a frappé juste à côté, le registre de commerce et de crédit immobilier, comme pour toute activité commerciale, une identification nationale, un numéro d'impôt, mais aussi un permis de coupe. Ça, c'est ce qui se passe au niveau national. Et aussi, il est exigé à l'exploitant artisanal, lorsqu'il coupe en forêt, de pouvoir négocier avec les communautés riveraines un cahier de charges dans lequel il pourra rétrocéder sur la valeur du bois qu'il aura dans son unité forestière d'exploitation artisanale. Pour chaque pied de valeur commerciale, pour chaque arbre,
il aura à dépenser, selon la valeur commerciale de l'arbre, environ entre 10 à 11 dollars qui va contribuer au développement local. Ça, c'est ce qui se passe dans les zones forestières. Donc, il a lieu de mentionner à travers notre exposé que nous avons les exploitants qui coupent en forêt et nous avons aussi les scieurs que l'on retrouve au niveau des centres urbains, notamment dans la ville de Kinshasa. Et quels sont ces produits qui sont issus du sciage artisanal? Comme le démontrent les images, on peut voir si on va de la gauche vers la droite, on peut voir que parmi ces produits qui sont issus du sciage artisanal, on peut voir qu'il y a des lattes. On peut voir qu'il y a des planches, qu'il y a des madriers. Et les contreplaqués, les plaquages, les plateaux, et même les déchets du bois sont valorisés, notamment la sciure du bois, les copeaux. Pour les toutes premières catégories, la plupart sont utilisés souvent dans les constructions ou bien dans les ministéries, dans les meubles et puis dans la vannerie. Mais pour les autres produits, notamment les copeaux, les scies du bois, ils sont souvent valorisés en termes de bois énergie. Donc, ça permet de pouvoir réaliser la cuisson. Ils sont aussi utilisés parfois les copeaux pour pouvoir établir ce qu'on appelle des bâches dans des dojos. Ces scies aussi de bois sur copeaux sont utilisés aussi en agriculture pour pouvoir développer des cultures. Donc, le bois issu du sciage artisanal a son importance. Et Kinshasa, puisque nous parlons du sciage artisanal de manière globale en RDC, Kinshasa, la ville province de Kinshasa, avec ses communes, constitue un Eldorado pour les scieurs artisanaux du bois. Il suffit d'observer dans la ville de Kinshasa pour voir comment les scieries artisanales, Eldorado pour dire que c'est une activité qui est étude de Tropembos en 2012, le bois à l'ordre du jour, une étude très intéressante qui a travaillé à travers tout le pays et particulièrement dans la province orientale, qui a démontré comment ce secteur arrive à soutenir les ménages. Donc, le secteur artisanal, et particulièrement Kinshasa, est une activité qui offre un revenu supplémentaire aux ménages. Et à travers certaines études que nous avons réalisées, à travers notre unité de recherche, nous avons essayé de voir dans quelques communes de la ville de Kinshasa, transformées à Kinshasa, ils venaient essentiellement de quelle province? On a pu observer que dans la plupart des bois qui sont transformés à Kinshasa viennent prioritairement de la province de Maindombe. Certainement, c'est là qu'on trouve encore ces forêts primaires et certainement, ça permet aussi que le bois nous arrive facilement. Je crois qu'il sera très difficile qu'un bois qui est coupé au niveau de la province orientale arrive à Kinshasa. Mais par contre, le bois qui est coupé dans la province de Maindombe peut arriver à Kinshasa. Ensuite, c'est l'équateur, le grand équateur. Et en dernier lieu, c'est le Congo central. Il faudra aussi mentionner que dans le Congo central, les forêts qui se retrouvent sont parmi les forêts les plus dégradées de la RDC à cause de l'accessibilité. Parce que l'accès à la route est un facteur qui favorise aussi la dégradation forestière parce qu'il y a une forte pression sur les écosystèmes forestiers. Alors, la plupart des bois proviennent essentiellement de la province orientale, mais parmi les produits, lesquels sont les plus demandés? Nous avons constaté que ce sont les planches qui sont les plus demandées, suivies des plateaux et des lattes. Et des planches, le plus souvent demandées pour les constructions. Il suffit de voir à Kinshasa comment les maisons publient les constructions, et c'est ce bois-là qui est plus alimenté là-bas
Ensuite vient un bois qui est utilisé dans les ministéries, mais essentiellement dans les constructions des maisons d'habitation. Tout ce que nous voyons, les hôtels, les maisons d'habitation, il y a une forte demande en bois et l'explosion démographique qui fait qu'il y a un besoin de construction, font que la demande est aussi forte. Alors, ce bois qui est issu essentiellement du Maïndombe, ce bois qui est plus demandé en termes de planches, est plus orienté vers la menuiserie, la vannerie et la garniture. Alors, nous sommes aussi intéressés à travers quelques études que nous menons pour savoir, mais ce sillage artisanal qui est réalisé en RDC, particulièrement à Kinshasa, qu'est-ce qui motive ces exploitants à aller vers ce secteur? Nous avons constaté que la grande motivation, c'est la préférence du client. Donc, le client demande du bois. Mais, comme je l'ai dit tantôt, parmi ce bois le plus demandé, il y a l'Iroko, qui demande cette étude de cas, mais en grande partie, c'est le Lifake. Lifake, qu'on appelle, qui est l'Anthrophagma cylindricum. Il y a plusieurs espèces d'Anthrophagma, mais qu'on appelle communément Lifake. Le bois que nous voyons à travers la ville de Kinshasa, qui a une couleur rougeâtre, c'est ça l'Anthrophagma, et qui est très demandé pour pouvoir faire les toitures, parce que la particularité de ce bois, c'est un bois qui supporte l'humidité. Donc, c'est un bois qui est résistant. Et d'autres bois sont utilisés, notamment le millésia, mais beaucoup plus utilisé dans les ministéries. Mais le millésia, par exemple, lui, il a un bois qui est beaucoup plus dense. C'est beau d'avoir le millésia, le wenge, donc pour faire des meubles, mais beaucoup moins pour réaliser les constructions, parce que c'est un bois qui se casse facilement. C'est un bois qui est tellement dense qu'il a tendance à se casser. Alors que l'autre, le Lifake, lui, il peut supporter l'humidité et à travers les constructions, il offre un plus grand avantage. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui favorisent la demande en bois, c'est les matériaux disponibles, donc le bois qui est issu. Entre autres aussi, il y a la disponibilité du bois, comme on dit, donc il y a un flux du bois, les tiers artisanaux sont en Kinshasa, mais le bois vient essentiellement des provinces, notamment Maïndombe, l'Équateur et le Congo central, et il faut que ce bois soit acheminé, et c'est ce qui détermine la demande sur le marché. Donc, l'exploitation artisanale, comme on venait de faire un peu cette synthèse, de voir un peu qu'est-ce qui est exigé, c'est quoi la différence entre les sièges artisanales et l'exploitation industrielle du bois, c'est l'échelle qui diffère, évidemment, et la disposition des matériels qui sont aussi utilisés, mais c'est aussi les exigences légales. Ce qui est vrai, c'est que pour une exploitation industrielle, il y a des exigences beaucoup plus importantes vu les grandes superficies. Il faut faire un plan d'aménagement, comme il faut faire aussi pour les unités forestières d'aménagement. Mais dans un secteur comme dans l'autre, il y a ce qu'on appelle des défis. C'est vrai que le secteur artisanal aujourd'hui est une grande source de revenus non négligeable, comme je disais tantôt. Plusieurs études l'ont démontré. Et quand on a eu, à travers plusieurs études, échangé avec les exploitants artisanaux, ils ont reconnu que cette activité leur permet de subvenir à leurs besoins. Mais à côté de cet avantage qu'offre ce secteur du siège artisanal du bois, il y a d'une part des enjeux, donc des problèmes, et d'autre part, il y a des défis. Donc, je vais expliciter dans les diapos qui vont suivre. Et il faudra aussi mentionner que si aujourd'hui, il y a l'essor du sillage artisanal en RDC et particulièrement à Kinshasa, parmi ces facteurs, il y a l'explosion démographique avec une population que nous avons en moyenne pour tous les pays, qui est un taux de croissance de la population qui est plus ou moins de 3%. Plusieurs études l'ont démontré, notamment l'étude de Saint-Moulin en 2015 a démontré. Il y a la pauvreté généralisée. En moyenne par jour, un Congolais a moins de 5 dollars par jour, ce qui fait que
il doit subvenir à ses besoins en ayant des activités génératrices de revenus. Le sillage artisanal constitue une autre activité. Nous connaissons dans l'est du pays, il y a une grande masse de la population qui est arrivée dans les centres urbains, notamment la ville de Kinshasa. Et ce qui fait que plus la population est grande, plus il y a un besoin en bois qui est plus important, que ce soit au niveau du bois énergie, que ce soit au niveau du bois d'œuvre. Et tout cela fait que le siège artisanal a un grand essor aujourd'hui en RDC et particulièrement. On peut avancer, docteur, s'il vous plaît? Donc, à côté de cet essor du sillage artisanal aujourd'hui, ce secteur demeure par contre un secteur généralement Bonsoir. contrôlé. Donc, il y a des travaux que nous réalisons en tant qu'artisanaux du bois, de nous dire combien il y a de... C'est un problème. Il est difficile aujourd'hui de dire, je m'excuse, combien nous avons d'exploitants artisanaux. Donc, déjà au niveau statistique, il se pose un problème. Donc, l'activité est informelle et peu contrôlée. Et il y a un problème que nous allons voir tantôt. Et donc, la traçabilité du bois est peu contrôlée. Cela a des incidences sur la traçabilité du bois. Il est difficile de dire aujourd'hui, est-ce que le bois que nous trouvons dans les scieries artisanales des communes de la ville de Kinshasa, quel est le vrai parcours que c'est là? On peut savoir l'origine, oui. Les sciences nous disent que le bois vient d'autant, mais est-ce qu'on peut la zone où c'est difficile? Et nous avons réalisé une étude en 2021. Quand est-ce que les exploitants artisanaux percevaient ce secteur dans la province de Maïndombe? Et nous avons constaté que le bois qui était commercialisé dans la ville d'Inongo, il était savoir ça provenait de quelle source en forêt. Problème de traçabilité. À plus forte raison, nous sommes en train de réaliser cette présentation. Donc, c'est de voir de dire, est-ce que le bois que nous trouvons à Kinshasa, nous sommes capables de dire exactement il provient d'où. Et par ailleurs, il y a plein de recherches scientifiques qui abordent le sujet. Qui vont en détail pour pouvoir voir trois aspects du certitude très intéressantes. Mais en soi, le grand problème, c'est que le sujet n'est pas poussé. Il y a encore beaucoup de choses à explorer. Alors, nous allons maintenant parler des enjeux de la traçabilité du secteur artisanal à Kinshasa. Nous avons dit qu'il y a un problème. Mais ce problème, nous essayons ici de le caractériser. Et nous le caractérisons d'abord en enjeux légaux. L'enjeu légal était que la faible traçabilité du bois issu du siège artisanal, c'est une source de fraude. À partir du moment où on n'est pas sûr de dire d'où vient le bois, ça veut dire quelque part, ça favorise déjà la fraude. Ça favorise déjà les problèmes au niveau de la déclaration des bois qui sont coupés. On peut déclarer, donc l'exploitant artisanal peut déclarer correctement ou incorrectement, de manière peut-être voulue ou non voulue, exactement d'où provient ce bois, et cela a des incidences socio-économiques. Et une grande incidence socio-économique,
L'État paie quand il ne répond pas aux réels besoins. C'est-à-dire au manque à gagner pour l'État. Et la prolifération des cas d'infraction, le fait qu'on ne respecte pas la réglementation, puisque la traçabilité est une exigence légale, avant même d'être une exigence des normes internationales de certification, au niveau national, à travers l'arrêté 085, ainsi que le décret 014 de 2014, la traçabilité du bois issu du sillage artisanal est une exigence légale. Le fait de ne pouvoir pas la respecter, cela entraîne des cas d'infraction. Et aussi, c'est un blocage en matière de transparence. Aujourd'hui, si un scieur, un exploitant artisanal veut aller vers un système plus exigeant, notamment un système de certification forestière, comme les systèmes les plus connus aujourd'hui, comme le FSC, le Forest Stewardship Council, ou le PFC, ou tout autre système comme ISO, c'est difficile que l'exploitant artisanal va vers ce système, puisque la traçabilité du bois, c'est une exigence, pas seulement légale, mais aussi normative. Alors, à côté de ces enjeux légaux, il faut souligner encore d'autres enjeux, notamment les enjeux environnementaux. Le fait que la traçabilité est faible, cela a des conséquences au niveau même de l'estimation du volume réel du bois, ce qui veut dire que pour l'État, il est difficile de suivre le capital forestier, de savoir quelle était la ressource disponible au départ, qu'est-ce qui est exploité aujourd'hui et qu'est-ce qui reste pour demain. Là, dans une optique de développement durable. Et aussi, ça a des conséquences, parce que lorsqu'on n'arrive pas à bien retracer le bois, plusieurs études ont démontré que le sillage artisanal comme étant incontrôlé en amont, avant que le bois en arrive à Kinshasa, qu'en amont, cela est peu contrôlé, ça favorise la déforestation. Je disais tantôt que moyennement par an, c'est au moins 1 million de mètres cubes. Par contre, l'exploitation industrielle tendait déjà, dans quelques années, à être à moins de 300 mètres cubes par an. C'est un problème. Et la déforestation qui est entraînée, ainsi que la dégradation forestière, plusieurs études démontrent aujourd'hui que ce sont des moteurs du changement climatique, qui est reconnu comme un enjeu environnemental global. Et lorsque la forêt est perturbée, lorsqu'il y a déforestation, c'est un impact sur la biodiversité. Les forêts sont un écosystème qui comprend la biocénose, les êtres vivants et les biotopes. La perte d'un élément à travers la déforestation a des conséquences sur un autre élément, puisque l'écosystème, c'est cet ensemble-là de la biocénose et du biotope qui sont en interaction en perpétuelle évolution. Et comme c'est aussi le support de la biodiversité, il y a des conséquences. Et comme aussi, c'est aussi la fourniture des services écosystémiques, il y a des problèmes en termes de séquestration du carbone, en termes de fourniture d'aliments, puisqu'il y a, la population dépend de la forêt pour sa survie. Nous avons eu la grâce d'aller en province, de discuter avec les peuples autochtones. Et les peuples autochtones reconnaissent la forêt comme étant leur richesse, et même aussi les peuples riverains. Et plusieurs éléments sont puisés, que ce sont les éléments de la pharmacopée traditionnelle, que ce sont les produits forestiers non ligneux. Aujourd'hui, nous consommons les chenilles à Kinshasa, ça nous provient des forêts. Tous ces éléments qui sont issus des forêts, à partir du moment qu'il y a dégradation, dans la réduction de la valeur de la forêt, ou qu'il y a la perte de la forêt à travers la déforestation, cela a des conséquences sur la biodiversité et sur les services qui en sont issus. Et à côté de ces enjeux environnementaux légaux, il y a des enjeux socio-économiques. Je parlais tantôt de la réduction de l'assiette fiscale. Il y a la fraude. Mais aussi, il a été constaté que la plupart des exploitants artisanaux dans la ville de Kinshasa comme ailleurs avaient un faible niveau d'instruction. Peu connaissaient la traçabilité à travers quelques études que nous avons menées.
nous avons constaté que très peu connaissent la traçabilité du bois. Ils ont entendu parler, mais le connaître sur le plan technique, c'est difficile. Et certains ont de faibles capacités. Donc, il y a un besoin, pas seulement d'enjeux seulement socio-économiques, mais des enjeux aussi techniques. C'est-à-dire que ces exploitants ont besoin d'être renforcés en capacité. Puisque même mettre en place une unité forestière artisanale dans les provinces, ça nécessite des capacités. Et mettre et gérer aussi une scierie artisanale dans une agglomération urbaine, cela nécessite, ça nécessite aussi des exigences techniques. Et il y a aussi un besoin financier. Donc, ces exploitants artisanaux ont besoin qu'ils soient renforcés. Parce que s'ils doivent aussi aller vers ces exigences normatives, légales, il y a un besoin aussi de pouvoir, ils ont besoin aussi d'être renforcés, pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan matériel. Et cela nécessite des moyens. Donc, ils ont besoin d'accompagnement. Mais aussi, ces scieries artisanales dans la ville de Kinshasa et dans la plupart des provinces produisent des déchets. Nous avons vu tantôt les scieries du bois et des copeaux. Mais ici, de mentionner que dans la plupart des cas, il a été constaté dans quelques études que nous avons menées que ces déchets de scieries artisanales sont peu exploités. Et ça, c'est un problème qui gangrène le secteur artisanal. Alors, nous avons décrit les différents problèmes. Peut-être la liste n'est pas exhaustive, peut-être dans les débats, nous allons peut-être à souligner encore certains points, puisque nous sommes limités dans le temps. Mais par rapport aux défis, qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation pour quitter de ce problème qu'on trouve dans le secteur artisanal vers une solution améliorée ou avec des effets positifs? Ce qui est important, c'est un des points, on peut dire crucial, c'est les défis légaux. La corruption qu'il y a dans le secteur forestier de manière générale et particulièrement dans les sièges artisanales a des effets néfastes sur l'assiette de l'État, l'assiette fiscale telle qu'on l'a souligné. Réduire la fraude, la corruption, serait donc très important pour pouvoir améliorer les recettes de l'État. Et un des moyens pour pouvoir y arriver, c'est d'accompagner les exploitants artisanaux. Il y a eu plusieurs projets, notamment avec les partenaires techniques et financiers, pour pouvoir accompagner les exploitants artisanaux. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait que cela soit renforcé, et notamment pour pouvoir aller vers la transparence, qui est non seulement une exigence légale, mais aussi une exigence de certification forestière, qui est aujourd'hui un système de gouvernance privée à l'échelle locale, régionale et internationale. Sur le plan socio-économique, il serait intéressant de pouvoir développer des incitations économiques. Comment arriver donc à inciter, à motiver les exploitants artisanaux à réduire les pratiques non durables au niveau de la scierie comme en amont? Cela demanderait de pouvoir avoir des incitations économiques. Peut-être l'État pourrait arriver à développer des subventions moyennant les efforts. Comme nous avons aujourd'hui dans le secteur de crédit carbone. Puisque le crédit carbone, ce sont des efforts de conservation qui sont rémunérés. Pourquoi ne pas rémunérer aussi des efforts de réduction de la corruption, d'amélioration de la traçabilité vers des incitations économiques? Et donc, cela va nécessiter un renforcement des capacités des exploitants artisanaux, dont plusieurs études démontrent qu'il y a une faiblesse au niveau des capacités techniques qui devaient être renforcées. Nous avons mené une étude en passant au niveau dans la ville de Kinshasa, où nous avons constaté que certains scieries artisanaux avaient du mal à pouvoir établir un système de traçabilité, mais aussi de gestion des déchets. Donc, il y a un besoin de renforcer les capacités, de pouvoir les appuyer pour pouvoir les aider à réduire les différences qui existent
dans leur système de gestion de l'exploitation artisanale du bois. Alors, nous continuons avec les défis socio-économiques. Il serait important que l'estimation du bois soit non biaisée, parce que le fait qu'il n'y ait pas la traçabilité a des incidences sur l'estimation du bois, qui a des incidences sur l'économie du pays. Et donc, il faut arriver à réduire. Et les taxations administratives, il arrive que certains agents de l'État abusent de leur position pour pouvoir mettre la pression sur les exploitants artisanaux à travers des taxes qui sont demandées à temps et à contre-temps. Il serait important que cet aspect soit assez organisé. La loi reste la loi, elle doit être respectée, mais qu'elle soit canalisée de telle manière à motiver les exploitants artisanaux pour arriver aussi à des statistiques fiables. Il est difficile de bien gérer ce que l'on ne connaît pas. Ou pour mieux connaître les ressources, il faut avoir des statistiques fiables. Et pour avoir des statistiques fiables, un des instruments intéressants, c'est la traçabilité du bois ici, du sciage artisanal. Sur le plan environnemental, un des défis serait de réduire, comme il a été mentionné en amont, dans des zones où le sciage artisanal démarre, qu'il y a des problèmes de déforestation, de dégradation forestière, il faudrait réduire ces enjeux environnementaux parce que cela a des incidences sur la conservation de la biodiversité et sur les services écosystémiques fournis par les forêts. Donc, hormis les enjeux, les défis que nous avons dit légaux, les défis que nous avons dit socio-économiques, les défis environnementaux, il y a aussi les défis techniques, mais aussi administratifs. Il faudrait arriver à ce que les exploitants artisanaux ont tous les éléments importants pour pouvoir être en règle avec la loi, notamment le RCCM, notamment le registre, il doit être enregistré il doit avoir le registre, avoir tous les éléments, des permis de coupe, tous les éléments, il doit être en ordre avec tous les services de l'État. Et pour cela, il doit avoir un accompagnement sur le plan administratif, donc cela constitue un défi administratif. Alors, sur le plan scientifique, il s'est de mentionner que très peu d'études abordent la question. Hormis la plupart des études du CIFOR et quelques études menées ça et là dans lesquelles nous avons eu quelques rares contributions, il est important de pouvoir travailler dans ce sens-là. Mais travailler, pas la science pour garder la science dans nos tiroirs, mais une science qui permet un dialogue avec les décideurs. Aujourd'hui, on parle de l'interface entre chercheurs, entre sciences et décideurs. Il faut que ce dialogue circule pour que la science, les recherches qui touchent le sciage artisanal arrivent à résoudre les problèmes, des enjeux et défis du sciage artisanal. Et ça, de manière inclusive et de manière interdisciplinaire, pouvoir apporter des réponses à ce problème qui gangrène le secteur environnemental. Alors ici, je fais juste une petite illustration de notre toute récente contribution. Nous avons réalisé avec les chercheurs de mon unité de recherche, qui est l'unité de recherche sur la gouvernance forestière, l'aménagement forestier et les services écosystémiques. Nous avons eu notre modeste contribution sur cette synthèse bibliographique, sur les enjeux, réglementation et perspectives du sciage artisanal du bois en République démocratique du Congo, avec l'assistant Omar Mouchikiwa et tous les membres de notre unité de recherche que je salue en passant pour tous les efforts qui ne cessent de ménager pour que l'unité travaille. Et là, nous avons fait une synthèse, et l'article est en ligne, en open access. Nous avons une synthèse, pas seulement pour la ville de Kinshasa, mais pour tout le pays. Et pour la ville de Kinshasa, nous sommes en train de préparer quelques articles qui vont de manière un peu plus détaillée entrer sur les défis et enjeux du secteur artisanal du bois dans la ville de Kinshasa. Alors, pour citer, nous pouvons dire que la traçabilité du bois qui est issue du sciage artisanal dans la ville de Kinshasa fait face à différents enjeux qui ont des incidences
à la fois légales, réglementaires, socio-écologiques et environnementales. Et pour pouvoir apporter des réponses à ces problèmes que nous avons décrits tout au long de notre exposé, il est nécessaire qu'il y ait des approches inclusives dans lesquelles tous les acteurs soient impliqués. Et pour que les acteurs soient impliqués, il est lieu de capitaliser toutes ces initiatives, tant privées que publiques, qui sont aujourd'hui développées par les partenaires techniques et financiers et aussi par l'État congolais, qui a vraiment qui est en train de poser dans la politique des orientations, bien qu'il y a encore un grand travail à faire en termes d'application, mais il y a des pas qui sont posés non négligeables pour pouvoir améliorer le secteur artisanal et à la traçabilité du bois ici, l'usage artisanal dans la ville de Kinshasa et dans le reste du pays. Alors, sur ce, docteur, on parle à la dernière diapo. Ben, je vous dis à vous tous, merci beaucoup pour votre attention. C'est nous qui vous remercions, professeur. Euh, Vraiment, c'est très captivant. J'ai, même moi, j'ai entendu parler du bois, mais là, je découvre un aspect complètement scientifique du bois. Et euh, alors, je vais directement, moi, j'aurai certainement des questions, mais je réserve la priorité au public. Je vais lire les questions en commençant par les dernières. J'espère qu'il n'y a pas d'autres questions qui viennent. Ou alors je commence par les premières questions. Euh, Docteur Lécoué qui s'est demandé, mais c'est vraiment pas une question, c'est plutôt un commentaire, euh, qui ne voyait aucune différence entre les lattes, les planches, les madriers. Il faut être du domaine pour se retrouver dans les différents types de bois. Alors, la question de Samuel dit merci au professeur pour avoir mentionné les documents de la stratégie de la promotion du bois d'œuvre. La traçabilité suppose les parcours du bois de l'abattage à la consommation. Où est les lieux réels du coupe? Euh, je ne sais pas si vous avez compris la question. Il demande... Vous pouvez répondre, docteur. Je n'ai pas bien suivi la deuxième question. Non, la question c'est Samuel, qui, je pense que c'est aussi un commentaire. Il dit merci au professeur pour avoir mentionné les documents de la stratégie de la promotion du bois d'œuvre. La traçabilité suppose le parcours du bois de l'abattage à la consommation. Sa question, je crois que c'est rhétorique, hein. Où est les lieux réels du coupe? Ma question devient sans objet. Euh, Ok, je ok. ne sais pas si vous pouvez commenter. Sinon, je passe à la question Oui, suivante. merci, merci, docteur, et merci aux aux deux intervenants pour leur préoccupation. C'est sûr que la traçabilité du bois, en termes simples, c'est le chemin parcouru par le bois, dans un sens comme dans l'autre. À partir du moment que le bois est coupé en forêt, donc là où il est récolté, à partir du moment où il est acheminé vers le lieu de stockage, à partir du moment où il traverse des zones, des provinces où il atteint la ville de Kinshasa, ou au moins s'il est transformé localement, toutes ces étapes-là constituent ce qu'on appelle la traçabilité du bois. Mhm. Ça va dans un sens comme ça va dans l'autre. À partir du moment qu'on va du lieu de coupe vers le lieu de la consommation ou de la transformation, ou dans le lieu d'export, ou qu'on quitte du lieu de la consommation ou d'export en revenant vers le lieu de coupe, tout cela constitue la traçabilité du bois, Ok. qui est, en d'autres termes, qui est aussi appelée la chaîne de contrôle. Mhm. Puisqu'en anglais, Euh, on parle de chain of custody. Chain of custody, c'est la chaîne de contrôle. ok.
Donc voilà ce que je peux dire. Et là où le bois est coupé, c'est vrai qu'il y a d'abord une coupe où on récolte le bois, donc l'arbre sur pied dans lequel on va avoir la grume, et après cette grume-là qui va être sciée pour être peut-être utilisée localement, ou qui va être acheminée sous forme de grume. Toutes ces étapes-là, tout ce parcours-là, tout ce chemin parcouru par le bois, dans un sens comme dans l'autre, constitue la traçabilité du bois. Donc le bois, il est coupé en forêt, mais il peut être transformé tout au long. Là, on parle de scieur de long, comme il peut être aussi transformé dans une unité de siège artisanal, comme nous en avons dans la ville de Kinshasa. Mhm. Ou comme aussi, s'il ne passe pas par l'activité artisanale, il est acheminé vers les ports pour l'export, dont la Chine aujourd'hui est le plus grand importateur du bois africain, Mhm. et beaucoup moins l'Europe, qui est plus exigeante que la Chine en termes de respect de la réglementation. Mhm. On va peut-être Voilà ce que passer à la je peux prochaine dire. question. Alain qui, je ne sais pas c'est quel Alain, Alain qui demande quel mode d'exploitation conseillez-vous entre l'exploitation artisanale et industrielle en RDC? On- Merci Alain pour la question. Les deux mots sont recommandables. La question fondamentale telle qui est soulevée à travers cet exposé, c'est la traçabilité du bois. Que ce soit au niveau artisanal et que ce soit au niveau industriel, il faudrait réduire le plus possible de fraude parce que l'État congolais ainsi que tous les acteurs doivent être impliqués dans la transparence du secteur forestier. Parce que l'une ou l'autre contribue à l'économie du pays. Comme je l'ai exposé, on peut voir qu'il y a aujourd'hui, l'exploitation artisanale a pris de l'ampleur, l'exploitation industrielle est en perte de vitesse, et cela est lié au fait que les marchés européens et la plupart des exploitants industriels sont des exploitants issus des pays occidentaux. Et aujourd'hui, le fait qu'il y a trop d'exigences au niveau européen, dans les marchés européens, il y a notamment l'argument bois de l'Union européenne. Aujourd'hui, on parle de l'argumentation zéro déforestation. L'argument de l'Union européenne est arrivé a pris de l'ampleur, c'est depuis 2010 et 2013. Aujourd'hui, on parle de zéro déforestation. Ce qui fait que le bois qui quitte l'Afrique et particulièrement la RDC, s'il ne respecte pas les normes, il est difficile à entrer dans le marché européen. Et quand il va dans le marché asiatique, ou qui n'est pas très exigeant par rapport au marché européen ou américain, il s'avère que là-bas, la loi de la demande la loi de l'offre et de la demande, il y a plus de bois et le bois perd de sa valeur et donc les exploitants industriels du bois se voient maintenant travailler à perte. Moi, j'ai eu la grâce de travailler dans une compagnie forestière pour faire mes travaux de terrain, de thèse. Mais aujourd'hui, cette concession a fermé parce qu'on a licencié des agents. Donc, et aujourd'hui, la plupart des compagnies forestières d'exploitation industrielle basculent aujourd'hui vers les concessions de conservation et pour la valorisation des crédits carbone qui sont un marché très florissant. Et en passant, pour votre information, et la province de Maïndomé a généré l'année passée au moins 20 millions de dollars pour ce qui est du crédit carbone, mais ça peut-être, dans un autre cadre, on aura peut-être le temps d'échanger sur ça en détail. Donc, pour revenir à la question, que ce soit l'exploitation industrielle du bois, que ce soit l'exploitation artisanale du bois, tous les deux types d'exploitation sont reconnus par l'État, mais la question fondamentale qui demeure, c'est est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir une traçabilité réglementaire qui contribue à la transparence du secteur et à améliorer les revenus des exploitants et aussi les revenus de l'État, tout en minimisant les dégâts sur la biodiversité et les services écosystémiques. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'heure réglementaire, mais il reste encore des questions. Alors, nous allons, avec l'autorisation du professeur Papy Claude,
nous allons permettre à ceux qui... nous allons prendre une photo de groupe avant d'essayer de répondre à deux autres questions, si vous permettez, prof. D'accord. Comme ça, on va libérer ceux qui voudront bien le faire. Alors, comme d'habitude, on ouvre les caméras. Moi, je vais faire la même chose pour nous permettre de prendre la photo du groupe. Il faudra arrêter de partager l'écran, je pense. Ah Pour oui, oui. que, Oui, on oui. Mais on en a pas aussi plus besoin. Euh, voilà, on va prendre... il y a encore des, des... Vous pouvez mettre vos caméras. On va le prendre en deux. On pourra peut-être pas prendre tout le monde, mais bon. On va prendre dans une minute. Allez. Bon, ça c'est... je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Attendez. Ah, ça devait marcher. C'est peut-être Zoom qui empêche ça. Euh, attendez. Je vais peut-être carrément arrêter les présentations. On va encore essayer. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. ça marche pas. Je vais essayer de copier ça ailleurs. Ok. Parfois, ça... attendez. Ah oui, c'était... C'est seulement que j'utilise deux écrans. La deuxième partie, je vais encore prendre. Voilà. J'ai donc les deux images. Merci beaucoup. Donc, nous libérons toute personne qui a peut-être une préoccupation pour permettre de répondre à quelques questions, les dernières questions. Alors, je prends la dernière question, le prof va nous aider à répondre. Alors, au regard de réalité actuelle, je vais reprendre le mode speak. Au regard de réalité actuelle, dans l'exploitation forestière artisanale en RDC, faut-il penser à la révision de AM 084? J'imagine l'arrêté ministériel. Il fait un commentaire. La réalité montre que l'exploitation forestière artisanale est faite facilement dans les zones humides à cause de la facilité d'évacuation de bois exploité. Faut-il toujours interdire l'exploitation tout au long de cours d'eau pendant que la réalité montre autre chose? OK. Oui, Je peux répondre, docteur? oui, bien sûr, bien sûr. Merci pour la question. Ce qui est vrai, c'est que l'arrêté 084 aborde la question de l'exploitation industrielle du bois. Par contre, l'arrêté 085 de 2016 aborde la question artisanale du bois. Est-ce qu'il faut la réviser? C'est possible, on peut la réviser s'il y a des points à améliorer. Mais souvent, la grande question des textes légaux du secteur forestier souffre d'abord d'un problème d'application. Parce que déjà, l'arrêté en elle-même, elle, elle résout déjà un certain nombre de problèmes et donne déjà un certain nombre d'orientations. Est-ce que faut-il modifier la loi quand la loi n'est pas respectée? Je pense que le gros du problème, c'est d'abord de respecter la loi. Peut-être la question que soulève l'intervenant, peut-être au niveau normatif, parce que comme nous avons plusieurs niveaux d'application de la loi, donc nous avons d'une part le code forestier,
dans la loi 011 de 2002. Après, on a le décret 014 de 2014. Et puis, on a l'arrêté 085 de 2016. Peut-être il faut aller peut-être voir un texte normatif, peut-être une norme qui peut parler sur des éléments un peu plus détaillés, comme c'est dans l'exploitation industrielle. Mais on va revenir toujours à la grande question fondamentale, est-ce que le cadre légal et réglementaire est respecté? Donc, il faut d'abord voir en amont cet aspect-là. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que les textes légaux restent toujours des instruments de gestion régalienne et qui peuvent évoluer avec le temps. Peut-être que l'intervenant n'a pas donné de détails, peut-être qu'il y a un aspect ou l'autre au niveau du transport du bois issu de ce qu'on appelle du sciage artisanal de long, parce qu'il y a le sciage qui se fait directement dans la zone de récolte, qu'on appelle le sciage de long, et celui qui se fait dans les centres urbains. Peut-être dans le transport, il y a des aspects que l'intervenant a observés qui peuvent faire l'objet peut-être de la production d'une norme. Et la norme est beaucoup plus technique, beaucoup plus détaillée. Peut-être ça peut répondre à un enjeu quelconque. Mais globalement, il va rester toujours le problème fondamental, c'est le respect de la loi. Mhm. Alors, nous allons prendre peut-être une dernière question pour ne pas... On prend celui du docteur Hervé. Je relis. Cher professeur, merci beaucoup pour votre exposé. Une préoccupation sur notre grande forêt du Congo, qui est comme le poumon de cette planète, d'où il y a un coût que nous bénéficions pour la protection de cette forêt contre le déboisement anarchique. Il semble que, allégation, la forêt du Congo a été déjà vendue et que les frais de compensation en font pas à la caisse de l'État, ne vont pas à la caisse de l'État, mais à certains particuliers. Avez-vous une information précise sur cette allégation? La forêt serait vendue. Bon, c'est difficile de répondre à cette question comme il serait, vous voyez, il serait, c'est trop, c'est l'hypothèse, hein. Donc, Mais j'ai vous pas êtes de preuve que expert. nos forêts aient été vendues. Mhm. Vous êtes expert, vous donnez votre avis en tant qu'expert. Ok, merci, merci, docteur. Bon, évidemment, je donne mon avis, c'est-à-dire, comme il paraît que nos forêts ont été vendues. Vous voyez, c'est difficile de dire, mais qui a vendu nos forêts? À quel prix? Quand? Où? Vous voyez, c'est un peu difficile. Et si je reviens dans la question de l'importance de nos forêts au niveau global, en tout cas, l'importance de nos forêts constituent 60% des forêts du bassin du Congo. Aujourd'hui, avec le réchauffement global, il a été démontré que les tourbières, hein, qui sont des zones vraiment de concentration du carbone très accrue, donc nous avons la concentration de 140 gigatonnes de CO2 qu'on trouve dans nos tourbières, qui constituent 3 ans d'émissions de CO2 mondial. Donc l'importance de nos forêts ne sont plus à démontrer. Nous faisons la convoitise de la plupart de des pays voisins à cause de nos forêts. Donc, nos forêts ont une valeur. Nos forêts c'est l'or vert, c'est notre or vert. Avec tous les ressources que nous avons, matérielles et immatérielles, qu'on peut trouver dans nos forêts. La grande question pour nous, parce que là, on va dans une question purement globale par rapport au sujet que nous avons abordé aujourd'hui. La grande question pour nous, c'est la gouvernance. Comment est-ce que nous gérons nos forêts? Comment est-ce que nos forêts, le secteur forestier contribue à moins de 2% du produit intérieur brut. C'est un problème. C'est un problème. Et la fraude, le manque de traçabilité et le manque de contrôle et tous les autres aspects que nous avons soulignés ici contribuent à ce que le secteur forestier ne contribue pas suffisamment au produit intérieur brut. Donc, il y a un problème de gouvernance du secteur forestier. Et ce problème-là, c'est sûr que ça demande les efforts
de toutes les parties prenantes, de tous les acteurs, pas seulement l'État, mais à tous les niveaux. Les enjeux sont énormes. Les enjeux, pas seulement environnementaux, politiques, mais aussi sécuritaires, parce que dans les zones de conflit, il y a des incidences aussi sur nos écosystèmes aussi. Aussi, aujourd'hui, dans la problématique des crédits carbone, les crédits carbone permet encore de valoriser nos forêts à travers les conservations. Maintenant aussi, la question, c'est les fonds qui sont générés, comment ils sont gérés, comment est-ce que cela contribue au développement local. Dans le Maine-Dombe, c'est vraiment reconnu comme étant, la population reconnaît ça, mais il y a un grand effort à fournir au niveau de l'application de l'arrêté 006 qui décrit de l'arrêté 006 de 2023, qui décrit comment est-ce que les partages liés au crédit carbone doivent être distribués. Bref, il y a énormément d'enjeux, énormément de défis qui va nécessiter vraiment l'effort de tous. Nous, en tant que scientifiques, à travers notre unité de recherche, et là, en passant, je signale qu'il y a la création officiellement du Centre de recherche en foresterie et biodiversité tropicale, CERFOB, à la faculté des sciences agronomiques et environnement, pour pouvoir répondre à ces questions, parce que notre unité de recherche est une composante de ce centre CERFOB. Il y a des défis énormes. Nous, en tant que scientifiques, c'est aussi de réaliser des recherches qui vont permettre de pouvoir répondre à ces questions et développer cette interface science-décideurs politiques. Donc, les enjeux sont énormes. Ce n'est pas facile, ce n'est pas en peu de temps qu'on va résoudre ça, mais c'est sûr que ça doit être dans une vision à long terme avec ces plans d'action que nous voyons là, avec des stratégies, avec des projets annuels qui va se... Donc, il y a beaucoup de choses à faire et c'est pas facile, mais il faut commencer quelque part. Et voilà, il faut commencer quelque part. Et le monde évolue aujourd'hui, la science évolue, les concepts évoluent. Il faudrait que nous, en tant qu'experts du domaine, nous soyons à la page. Aujourd'hui, on parle de crédit carbone, mais déjà au Gabon, le président Macron a lancé le crédit biodiversité. Quel est le contenu et comment est-ce que nous retrouvons dans tous ces mécanismes-là de compensation de la biodiversité. Donc, tout ça, ce sont des questions qui interpellent chacun de nous à tous les niveaux. Merci beaucoup, prof. Nous allons, avant de clôturer, donner la parole au professeur Robert Kissassa, qui a aussi pour prendre la parole. Peut-être un commentaire ou des questions. Professeur Robert, vous avez la parole. Oui, j'étais en train d'écrire. Merci, professeur. Et j'ai vraiment apprécié l'exposé. J'avais des questions à poser, mais vous avez tout dit. Hier, j'ai discuté avec professeur c'était Tania, si je ne me trompe pas, et j'avais envoyé quelques commentaires. Ben, je réalise que vous avez tout résumé. Mais par contre, c'est une réflexion, une question, mais à la fois une réflexion. Vous savez que à l'est de notre pays, nous avons ces problèmes de la traçabilité des bébés. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le Rwanda, avec les efforts diplomatiques, nous avons en fait démontré que le Rwanda n'a rien, n'a pas de minerais, et que l'Union européenne ne devrait pas acheter les minéraux qui n'existaient pas au Rwanda. Nous avons démontré. Je crois que c'est le même effort que vous aussi dans ces domaines que vous devez faire parce que le bois, comme de l'or, les coltans, c'est la même chose. Et la question que je me pose, si pour les minéraux, pour les coltans, les Européens, les Occidentaux, j'ai vu les Américains sont trop exigeants, ça c'est sur le plan théorique, est-ce que vraiment ça s'applique pour l'achat de bois? Est-ce qu'ils s'occupent vraiment de la traçabilité, comme c'est écrit sur le papier que pour acheter, on doit connaître sa vie de ceci, ou ils se contentent beaucoup plus à résoudre leurs problèmes de bois? Ça, c'est la première question. La dernière question, est-ce que le vrai problème que nous avons, parce que vous parlez de l'industrie artisanale, moi, je suis allé une fois à Maluku, j'étais en train de faire les travaux, j'ai vu que c'était intéressant d'acheter le bois à Maluku.
j'ai acheté pour de bois moi-même, c'est bénéfique. Est-ce que les problèmes se posent pour euh, l'utilisation interne, artisanale, ou pour l'utilisation pour l'importation, ou non, l'exportation? Où se trouve vraiment le vrai problème? Est-ce que le problème des artisans, c'est qu'ils utilisent ici au pays, ou bien c'est pour les Occidentaux? Et si oui, et ces gens-là, réellement, vous avez vérifié qu'ils respectent la traçabilité? C'est tout ce que j'avais à dire, professeur. Et je suis content de vous revoir aussi. Merci. Oui, oui. Donc, je peux répondre? Bien sûr, bien sûr. Oui. Merci, merci, prof. Robert. C'est aussi un plaisir de vous revoir. Je me rappelle toujours de votre thèse intéressante sur l'ornithologie au niveau dans la ville de Kinshasa, avec mon défunt maître, le prof Ifou, d'heureuse mémoire. Prof, vous avez posé une question de fond, une question très pertinente. J'ai fait un peu l'esquisse de répondre à ce problème dans ma thèse, qui est en ligne. Si vous tapez ma thèse, Papi Côte Bolalembe, thèse, vous allez voir, ça va apparaître en PDF. Si vous voyez dans les conclusions, j'ai abordé un peu ces questions-là. Et vous posez une question de fond, professeur. Les ressources naturelles, et particulièrement le bois, il est exigé par les pays occidentaux qu'il y ait des respects, des respects des normes, que ce soit le bois artisanal ou industriel. Et beaucoup plus, c'est vrai que les filières artisanales alimentent directement le marché local, comparativement au secteur industriel. Mais il y a plusieurs processus, vous m'excusez, qui, au niveau international, touchent ces questions que vous posez, prof. Notamment pour les ressources minières, c'est possible de Kimberley. On ne va pas entrer dans ce débat, comme je ne suis pas de ce domaine, mais j'énonce seulement la question. Mais au niveau des ressources forestières, l'Union européenne a ce qu'on appelle la réglementation, le règlement bois de l'Union européenne, qui a été développé en 2010 et qui a eu des effets. À un moment donné, il y a eu d'autres initiatives par rapport au marché européen, hein, notamment où on exigeait assez que les États puissent développer avec donc les États il y avait le processus FLECT qui voulait que les États puissent développer avec le marché européen des ententes pour faire ce qu'on appelle la diligence raisonnée, c'est-à-dire réduire le plus possible les risques. Ce processus a évolué, mais à un moment donné, l'Europe va développer le règlement bois de l'Union européenne en 2010, qui était très exigeant et qui a eu effectivement des effets parce que lorsqu'on regarde les marchés du bois africain et particulièrement congolais à travers le monde, on peut voir que on a fait une étude comme ça, malheureusement, on n'a pas pu la publier, mais on peut voir les tendances. On peut voir que depuis que ces exigences européennes se renforcent, notre bois, le bois africain et particulièrement le bois congolais, va vers le marché asiatique qui est moins exigeant. Oui, avec toutes les conséquences qu'il y a sur le plan socio-économique. Donc, ces dispositions existent. Et puis, dans les pays européens ou nord-américains, il y a un tel lobbying, une telle pression des lobbying environnementalistes, Greenpeace, Forest Monitor, tel que on a décrié il y a quelques années la Formosa qui était sortie de la RDC, mais qui n'était pas respectée. Comme la Formosa, c'est un bois qui fait partie des espèces CITES, dans les espèces dont le commerce doit être réglementé selon la convention de Washington qu'on appelle la convention CITES. Donc, il y a ces exigences-là. Maintenant, est-ce que cela touche le secteur artisanal? Bon,
Directement, non, parce que le secteur artisanal est beaucoup plus pour le marché local, mais les impacts négatifs de la faible traçabilité qu'on a dans le secteur artisanal du bois, ça impacte sur nos forêts en termes de dégradation, de déforestation, et avec toutes les conséquences qu'il y a aujourd'hui avec les réchauffements climatiques et tout ce que nous avons évoqué. Et si on ne fait pas attention, puisque si on a au moins 1 million de mètres cubes, là je minimise, ça va même au-delà de 2 millions de mètres cubes par an. Et on peut faire les tendances. Et ça, c'est ce qui est récolté par quelques études. Et ce qui est encore déplorable, c'est que ces industriels artisanaux du bois, l'exploitation industrielle du bois n'est accordée qu'à des nationaux. Mais on a observé qu'il y avait des étrangers qui se cachaient derrière des nationaux pour mettre la pression, surtout ce qu'on appelle les scieurs de l'or, et surtout dans les zones de conflit. Vous avez raison, il y a des ressources qui aujourd'hui se retrouvent dans nos pays voisins, alors que donc, ce pays-là ne dispose pas de ça. Hein, les exemples font légion. Il y a même dans un pays où on avait félicité un pays d'être un grand exportateur du bois, alors qu'il n'avait pas, ce bois venait de la RDC. Donc, même ces conflits que nous connaissons dans l'est du pays a une incidence sur le bois parce que ça favorise la fraude. Et aujourd'hui, on a l'impression que le taux de déforestation, il est moins de 1%. Parce qu'il y a une grande partie de nos forêts qui n'est pas accessible. Mais dans les zones où c'est accessible, c'est plus de 1%. Donc, il y a un sérieux problème, chers collègues, c'est que si on ne fait pas attention, et plusieurs études l'ont démontré, cette forêt que nous disons aujourd'hui, nous appelons hors vert, va devenir, ça va rester dans l'histoire si on ne fait pas attention. Donc, il y a vraiment un besoin de renforcer notre gouvernance à l'interne, de tous ces processus de gouvernance privée, notamment la certification forestière avec le FSC. Et nous avons eu la grâce de travailler dans ce système comme point focal et participer à beaucoup de réunions nationales, régionales, internationales. Et aussi avec le système PFC. Tous ces systèmes, ce sont que des systèmes, ce sont que des mécanismes privés et puis ce sont des systèmes de gouvernance volontaire. L'exploitant n'est pas obligé d'aller vers la certification, mais quand le bois est exporté vers des pays exigeants, c'est là que ça devient un problème. Mais comme le secteur artisanal alimente le marché local, c'est là que c'est le danger, c'est que si la gouvernance du secteur forestier demeure faible, avec des points faibles comme on constate aujourd'hui, en dépit de quelques efforts qu'il faut souligner, ça aura une forte incidence sur nos forêts. Donc, le grand problème, c'est surtout de voir de manière globale et puis à long terme. Ce qui est sûr, c'est que c'est une activité qui va aller de croissance en croissance parce que c'est des sources de revenus très importantes. Là, je souligne les travaux du professeur Pichou Chimpang au niveau de l'Université de Kisangani qui travaille sur les aspects socio-économiques du sillage artisanal. Et toute l'équipe de Tropenbos qui a fait un travail remarquable en 2012 avec le livre Le bois à l'ordre du jour. Et salut tous les collègues de l'Université de Kisangani qui ont fait des travaux remarquables sur ça. Et tous les collègues du CIFOR aussi qui ont travaillé sur ça. Mon collègue Justin Bilan ici à la faculté qui a produit une bonne synthèse il y a quelques années. Mais les efforts doivent être faits et surtout arriver à faire des études où on démontre, où on apporte des solutions, des décideurs politiques. Mais il faut aussi inclure, et ce qui est important, il est démontré aujourd'hui que on ne peut pas réussir à trouver des solutions si on n'implique pas les acteurs du secteur. Donc, ces recherches doivent être faites tout en associant les exploitants artisanaux. Donc, il y a beaucoup à faire, professeur, et les défis restent énormes. Et la question, même si du siège artisanal reste plus
avec c'est plus un secteur qui touche le niveau local, mais qui aura des incidences, pas seulement locales, mais des incidences aussi au niveau international, surtout que nos forêts font partie du poumon vert de la planète. Donc, toute cette problématique du changement climatique et de tout ce qu'on aborde aujourd'hui comme enjeux environnementaux. Merci, professeur. Vraiment, c'était un plaisir. Et j'aurais voulu que parmi les gens que je regarde, quand je lis les noms, peut-être il fallait aussi envoyer une invitation au ministre de l'Environnement. Et n'allez pas refuser, hein. Parce que vous savez, ce que nous sommes en train de faire, ce sont de très bons sujets, mais les grands problèmes que nous avons, nous les scientifiques, nous croyons que nous devons rester chez nous dans nos bureaux, faire de très belles publications à facteur d'impact, et ces C'est gens-là ça. vont venir vers nous. Il faut que nous apprenions à aller vers eux aussi. Si eux ne comprennent pas l'importance de ce que nous faisons, étant donné que c'est notre pays qui est en danger et nous détenons le savoir, nous avons donc l'obligation de forcer, d'aller vers eux aussi. Moi, si vous avez pensé, par exemple, à envoyer au moins l'invitation, je ne sais pas si vous l'avez fait, Madame, je crois que Ève Bazaïba, elle pouvait être là. Elle pouvait quand même suivre, vous soit déléguer ses conseillers, et ça pouvait être. Parce que nous devons vendre ce que nous faisons. Personne ne va nous découvrir si nous ne faisons pas ça. Nous devons vendre, ça c'est très important. Et pour conclure, professeur, prochainement, et je souhaite que de telles émissions ou de tels débats puissent continuer. C'est vraiment très intéressant que nous puissions prochainement réfléchir sur les alternatives. C'est-à-dire que organiser quelque chose où nous pouvons réfléchir, parce que ça, ce n'est pas un débat qui s'inscrit dans le cadre de secret défense, sécurité, non. Ça n'a rien à voir avec cette... Parce que si c'est un débat en rapport avec la sécurité ou la défense territoriale, là, on ne peut pas, ça ne peut pas passer comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qui concerne la gouvernance, la gestion de notre pays, de nos bois. Et moi, je vous propose que vous puissiez réfléchir sur le puits des solutions. Nous allons passer même 1 heure de temps en train de réfléchir, parce que vous avez parlé de sciences et société. Je vous ai suivi. Qu'on ne doit pas seulement rester dans de théories. Il faut qu'on réfléchisse maintenant concrètement. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour remédier à la situation? Et si cela peut faire l'objet d'un autre sujet que vous pourriez programmer, ça serait une très bonne chose. Nous aussi, on va chercher de notre côté depuis des solutions qu'on pourra proposer et au besoin à amener à acquis des droits. Et nous, on se dira, nous avons fait, nous, en tant que scientifiques, ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est ça, professeur. Et je vous salue une fois de plus. Mais merci beaucoup, prof. Ben, merci. Je peux ajouter un élément, prof. Avec Madame la ministre que je salue en passant, son Excellence Eva Bazaïba, nous avons eu à travailler avec elle dans le panel scientifique. Et ça, c'était quand même intéressant. Nous avons eu la grâce lors de la PRECO 27, il y a de cela quelques années. Quand la PRECO 27 sur les changements climatiques s'était organisée ici en RDC, avant l'Égypte, le ministère de l'Environnement, le cabinet avait choisi un certain nombre de chercheurs. Nous avons eu la grâce de travailler dans ce panel et nous avons apporté notre contribution scientifique. Nous étions là avec quelques chercheurs et nous avons eu à intervenir lors de cette PRECO 27 pour proposer des pistes de solutions, notamment pour aller maintenant dans des cas un peu plus concrets, une approche écosystémique de la coupe industrielle du bois. Peut-être, ça pourrait peut-être faire un jour l'objet peut-être d'une autre intervention, peut-être dans un autre cadre. Nous avons démontré que la coupe industrielle du bois avait des influences sur les écosystèmes forestiers, mais qu'une des alternatives, c'était une approche écosystémique, c'est-à-dire d'arriver à imiter que la coupe en termes d'intensité, en termes de fréquence, n'est-ce pas,
et en termes de variabilité historique, que cela se rapproche de la nature, ce qu'on appelle l'aménagement écosystémique. Nous avons proposé ça lors de la PECOP 27 comme étant une des solutions parce que si on arrive à réduire la dégradation forestière, c'est-à-dire on contribue dans une certaine mesure dans le maintien de la biodiversité. Et ça, nous avons aussi proposé, ça nous avons déjà mis ça dans les curricula des enseignements que nous donnons ici à la faculté. Et nous montrons à nos étudiants comment arriver à développer cette approche. Parce que c'est cette approche-là, ça nécessite d'avoir une connaissance de le fonctionnement naturel de la forêt. Peut-être ça prendra l'objet d'une autre intervention. Je voulais le faire, mais je me suis dit, bon, peut-être je fais la traçabilité, peut-être je ferai ça une autre fois. Où il faudra arriver à comprendre comment fonctionne la forêt en termes de perturbations naturelles, que ce soit en termes de superficie, n'est-ce pas, en termes de fréquence, en termes d'intensité et en termes de gradient de variabilité historique. Ça, c'est vraiment beaucoup d'éléments peut-être que je ne pourrais pas dire en quelques mots. Et ça a été notre contribution. Nous l'avons fait, prof, lors de la conférence internationale sur la biodiversité en 2019, non, 2018 ici à Kinshasa, qui était réalisée ici. Nous l'avons fait à la conférence internationale sur les forêts Miombo à Linilou. Nous l'avons fait une année après. Nous avons présenté ça encore à la PECOP 27. Et voilà. Et nous avons eu cette grâce d'être dans cette. Et nous avons contribué aussi dans la déclaration de Yangambi, qui était faite dans ce cadre-là, que le prof Chimara, que vous connaissez bien, l'a lu devant toutes les autorités nationaux, régionaux, mondiaux. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Mais là, moi, je félicite la présidente Tania et tous les staffs de la SIJ qui ne ménagent aucun effort pour vulgariser les connaissances. Pour vous avez raison. On peut aussi organiser des émissions radio Top Congo, Radio Capi, où on peut voir un aspect scientifique, mais avec des solutions. Pas seulement sur le domaine forestier, tout ce que nous faisons, nous scientifiques, on aborde une question, mais avec des solutions. Parce que très souvent, nous avons, comme vous avez souligné, prof, nous sommes plus dans la description du problème et beaucoup moins, comme disent les Anglais, dans le problem solving, dans la recherche de solutions. Et ça, moi, je suis d'accord avec vous, prof. Peut-être le temps ne nous est peut-être pas. Nous arrivons peut-être au terme de ce webinaire. Mais prof, on aura le temps d'échanger davantage avec la présidente, tous les staffs, pour voir ensemble comment maintenant transformer ce webinaire ou peut-être des émissions radio ou télévisées sur. Parce que je parle par exemple de la traçabilité du bois, mais maintenant faire une émission radio où on est plus dans les pistes de solutions. Et là, c'est bien que nous soyons pas seulement nous-mêmes scientifiques, mais avec des politiciens à côté et les scieurs, même les scieurs, il y a le représentant de tous les scieurs de la RDC. C'est M. Jean Wanganabe, qui est salé à personne qui a toujours été ouvert à la collaboration avec nous. Lui aussi peut être là ou bien des représentants. On échange un peu sur quoi les plus de solutions. Parce que si la science, comme on dit souvent, science splendid et conscientia, si on n'apporte pas de réponse à la société, prof, bon, on fait la science pour la science, hein, et ça, c'est un problème. Sur ces mots du prof Papy Claude, nous clôturons ce webinaire. Nous remercions tous les participants qui sont restés, mais ceux qui sont partis aussi pour le temps. Euh, les webinaires sera aussi disponible sur nos différents réseaux sociaux. La vidéo sera sur la chaîne YouTube. Donc, ceux qui n'ont pas pu suivre les séminaires maintenant, les webinaires maintenant, les suivront par la suite. Et nous essayons aussi même de booster nos annonces de webinaires sur les réseaux sociaux en espérant de capter un plus grand public. Mais on tiendra compte du remarque du prof Robert pour les autres webinaires. Merci, je vous remercie pour votre attention et votre temps. Merci, bye, bye bye.